Bonjour à tous, ici Little King Kodama et on se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur mes lectures du mois d'avril. Ce mois-ci j'ai lu uniquement des mangas et j'en ai lu seulement 7. C'était un petit mois côté lecture. Le premier manga dont je vais vous parler ce mois-ci, c'est Césarée, les tomes 6 et 7, car j'ai déjà lu il y a quelques temps les premiers tomes. Alors je vais vous parler un peu tout d'abord de la série pour vous remettre dans le contexte. Alors ça raconte l'histoire de Cesare Borgia, de la célèbre famille Borgia, racontée du point de vue de Angelo, un jeune Italien qui fait ses études avec Cesare Borgia à l'université de Pise, et nous voyons donc l'histoire de Cesare depuis le point de vue d'Angelo, sachant qu'Angelo n'est pas de la haute société à l'origine et ne connaît donc pas toutes les intrigues politiques et religieuses qui tournent autour de Cesare, ce qui nous permet de découvrir avec lui ce personnage et le contexte politique dans lequel évolue la famille Borgia. Si je me suis mis à lire ce manga, c'est parce que la famille Borgia m'a toujours intrigué. C'est une période de l'histoire que j'aime beaucoup aussi. Et en fait, je suis tombé fan de l'histoire de cette famille grâce à la série Borgia qui était diffusée en France sur Canal+, si je ne me trompe pas, pendant un moment. Et depuis, j'étais fan de cette famille, donc quand j'ai vu qu'il y avait un manga qui portait sur Cesare, j'ai direct eu envie de le lire. De plus, ce manga est richement documenté d'un point de vue historique. À la fin de chaque tome, vous avez plusieurs pages qui racontent l'histoire de l'Italie et de la période des Borgia, avec des points sur l'architecture, sur l'histoire religieuse et tout. Car en effet, l'auteur du manga, Fuyumi Sorio, s'est associé avec une universitaire, Motoaki Hara, pour faire en sorte que le manga soit cohérent historiquement, bien qu'elle ait pris quand même quelques liberté pour raconter cette histoire. Mais il y a quand même une vraie base historique très documentée, ce qui permet de se divertir, d'en apprendre plus sur les Borgia, mais d'en apprendre plus sur l'histoire en général. Hormis l'histoire qui m'intéresse beaucoup, le dessin est magnifique. Je vais vous faire un petit close-up pour vous montrer les personnages. J'adore le design de Cesare Borgia, et encore plus celui de Miguel, son plus fidèle ami. De plus, l'édition proposée par Kiyun est magnifique, avec des couvertures en style papier canson et des pages sur du papier très épais. Alors nous allons maintenant voir d'un peu plus près les dessins de Cesare. Alors comme je vous l'avais dit, les couvertures sont vraiment magnifiques, mais l'intérieur des tomes le sont tout autant. Il y a quelques pages couleurs qui sont vraiment très très belles. Et comme je vous disais, je suis fan du dessin de Cesare, mais aussi de Miguel, qui est, je sais pas, il y a un truc que j'adore dans son visage. Je vais essayer de vous montrer aussi quelques décors qu'elle a fait, si j'arrive à mettre la main dessus. Et les dessins sont vraiment super bien détaillés. Donc rien que pour les dessins, ça vaut le coup d'acheter de Cesare. Alors maintenant, parlons plus précisément du tome 6 que j'ai lu ce mois-ci. Alors au cours de ce tome, on découvre l'identité de la personne qui est derrière le feu, l'incendie, qui a eu lieu à la manufacture et qu'Angelo a pu découvrir et arrêter à temps. Cette révélation entraîne une confrontation assez tendue et qui se finit sur de très très graves conséquences. L'identité des responsables de l'incendie m'a fortement surpris, je ne m'attendais pas à ce que ce soit ces personnes qui soient derrière cet incendie. Et ça nous montre encore à quel point Cesare Borgia ne peut faire confiance vraiment à personne. Le peu d'amis qu'il a, en fait, ils ont des idées derrière la tête, ça nous le confirme une fois encore. Nous avons donc un début de tome très rythmé, où on apprend une grosse révélation et où il y a beaucoup d'action. Mais la fin du tome est aussi très intéressante. En effet, on a un gros flashback qui nous montre la rencontre entre Cesare et Miguel, qui est en quelque sorte son serviteur, mais aussi son meilleur ami, son confident, et en quelque sorte aussi son frère de cœur. Ces flashbacks nous permettent de vraiment mieux comprendre leur relation qu'ils entretiennent tous les deux, et de bien comprendre pourquoi ils sont aussi proches et que leur relation serviteur-ami est aussi trouble. C'est vraiment une partie très intéressante. Pour ce qui est du tome 7, on suit dans ce tome les célébrations de la Nativité, Noël de nos jours, et ensuite on a quasiment tout le tome qui se concentre en fait sur le mystère qui entoure le tombe d'Henri VII,
et les liens qu'il pouvait entraîner avec Dante, qui est l'auteur de la Divine Comédie, qui est c'est pas vraiment une histoire, un poème qui m'a toujours un peu intrigué aussi, j'aimerais bien le lire un jour, même si c'est très 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 lourd à lire, je pense. Tout cela a été très intéressant, c'était plein de révélations, de petits détails historiques très intéressants qui permettent de mieux comprendre les liens qu'il y a entre la papauté et les rois d'Italie, enfin les maîtres d'Italie. Je sais pas, vu qu'il y a plusieurs termes, il y a des doges, des souverains, des ducs, des rois, des empereurs, c'est un peu dur à s'en sortir. En conclusion, je vous conseille fortement de vous mettre à Cesare si ce n'est pas encore fait. C'est un manga avec un peu d'action, énormément d'intrigues politiques et religieuses, et c'est une très bonne occasion d'approfondir sa culture de l'art et de la culture italienne sous l'époque des Borgia. Nous allons maintenant parler de Save Me Pity aux éditions Kana, et avec au dessin et au scénario Elsa Brandt. Et oui, c'est un manga français. Perso, j'adore les mangas français, j'en ai beaucoup dans ma mangatech. J'ai Radiant de Tony Valente, j'ai City Hall, Appartement 44, et j'ai bien sûr Dreamland de Renaud Lemaire. Donc, je me devais de lire un jour Save Me Pity, mais j'avais jamais eu l'occasion de m'y mettre. Et au début du mois d'avril, si je ne me trompe pas, oui, c'était au début de ce mois, il y a eu l'événement des 48 heures de la BD. Et c'est un événement pendant lequel une sélection de mangas, BD, comics était proposée au prix de 1€. Et donc pour 1€, j'ai décidé de me lancer. Alors, Save Me Pity, c'est l'histoire de Pity, une prêtresse d'Apollon, qui va avoir la mauvaise idée de faire un affront à Apollon et qui va donc recevoir comme malédiction de pouvoir prédire toutes les catastrophes, mais que personne ne pourra jamais la croire. Nous allons donc suivre les aventures de Pity, accompagné de Xanthe, le fils d'un dieu qui rêve de devenir un héros, sauf que c'est un très gros poissard, et donc Pity, à ses côtés, va avoir beaucoup de catastrophes à prédire, et ils seront accompagnés d'un petit poulet à l'identité mystérieuse et que je vais vous laisser découvrir pendant votre lecture. Alors j'ai beaucoup ri pendant ce manga, car en effet c'est une histoire comique, c'est de la comédie. Il y a beaucoup de jeux de mots à l'intérieur, il y a aussi des petits clins d'œil cachés dans les cases de temps en temps, il y a des références, beaucoup même de références à la mythologie grecque qui est très mise à mal. Enfin, du comique de situation, de répétition, il y a vraiment de tout. La plupart des protagonistes sont très cintrés. Pity, ça va encore, mais le poulet Xanthe, ils en tiennent une bonne couche. Il y a aussi Cassandre, qu'on rencontre, qui est un personnage de la mythologie grecque. Le Sphinx, donc tout le monde en prend pour son grade dans la mythologie grecque avec Elsa Brandt. Donc pareil, c'est encore une fois un manga que je vous conseille, car avec Save Me Pity, on revisite la mythologie grecque avec beaucoup d'humour, et on se marre bien. Je vous le conseille. Alors nous allons maintenant parler de Terraform Mars. Alors Terraform Mars est à l'origine un manga que je ne comptais pas du tout suivre, vu qu'il ne m'intéressait pas spécialement de ce que j'avais pu en lire sur internet et ce que j'avais pu voir dans certaines vidéos de présentation, etc. Donc en gros, ça ne m'intéressait pas. Mais quand je suis allé chercher Save Me Pity pendant l'opération des 48 heures de la BD, j'ai vu que Terraform Mars faisait aussi partie de l'opération, et je me suis dit, pour 1€, autant se lancer, on verra bien. Alors, le speech, pour vous présenter un peu l'histoire. Alors, on est dans le futur, en 2599, donc très loin dans le futur. La Terre n'est plus très habitable, mais on décide donc de terraformer Mars pour la rendre habitable. Pour cela, on envoie à la surface de Mars des cafards et des mousses pour produire de l'oxygène et rendre Mars habitable. Ne cherchez pas à comprendre, je n'ai pas compris encore comment cela pouvait marcher. Et donc, au début du manga, on est à la fin de ce processus. Une première mission a été envoyée sur Mars pour essayer de voir si c'était bien habitable et éradiquer tous les cafards. La mission Bug 1. Cependant, en cours de mission, on a perdu le contact avec la navette et on n'a eu plus aucune info. Une seconde mission est envoyée, la mission Bugs 2, et c'est les membres d'équipage de cette mission dont on va suivre l'histoire. Alors, les passagers de cette mission sont au nombre de 15, si je ne dis pas d'erreur. Ils ont tous un très lourd passif dont on va découvrir les raisons au cours du manga. Et on découvre aussi que tous ces spationautes, astronautes, cosmonautes, je ne sais jamais quel terme employer,
ont eu leur ADN de fusionner avec de l'ADN d'insectes, leur conférant les capacités de ces insectes. Par exemple la fourmi, le cafard, la guêpe, plein de choses du genre. Et lorsqu'ils atterrissent sur Mars, ils découvrent en fait que les cafards sur Mars ont hautement muté et sont devenus humanoïdes et sacrément badass, mine de rien. Ils sont très puissants et ils comprennent donc que décafardiser Mars ne sera pas une mince affaire et que leurs capacités leur seront très utiles. Et ensuite, tout le reste du tome, ça part en grosse boucherie humain-insecte humanoïde. Mais vraiment grosse boucherie. Alors, je dois vous l'admettre, l'histoire est très what the fuck, tirée par les cheveux. Ça fait très scénario de grosse série B. Mais en fait, c'est ça qui m'a plu. C'est un peu comme quand je regarde Starship Troopers, je sais que le scénario est bidon, que ça tient pas la route, mais justement, c'est ce côté-là bien kitsch qui me plaît et qui m'attire, c'est un petit plaisir coupable. Et donc au final, moi qui m'attendais à pas aimer, j'ai bien pris mon pied pendant cette lecture. Petit point négatif au cours du manga, au fur et à mesure que j'avançais dans le tome, j'avais l'impression de lire un one-shot. Jusqu'à quasiment la fin, j'avais l'impression que ça allait se finir en un tome, alors qu'en fait non, c'est le premier tome d'une assez longue série. Je crois quand même qu'il y a plus de 10 tomes actuellement, il faudrait que je me renseigne. Et donc à voir comment ça va se passer dans le tome 2, parce que oui, ça y est, maintenant je suis piégé, je vais devoir acheter la suite de la série. Et point positif sur le dessin, j'ai adoré le design de la plupart des personnages lorsqu'ils se transforment. Je vais vous faire un petit close-up aussi pour vous montrer ça. Alors pour vous montrer un peu ce que je vous disais, que j'aime beaucoup les dessins de Terraform Mars, des personnages, lorsqu'ils sont transformés. Lui, je l'aime beaucoup comment il est fait. Et derrière, vous voyez un cafard humanoïde. Et là, je vais vous présenter deux autres membres de la mission Bugs 2. Comme vous voyez, ils sont un peu badass quand même. Alors maintenant, nous allons parler de One Punch Man. Et oui, 1000 ans après tout le monde, je me mets enfin à One Punch Man. Il m'aura fallu du temps pour m'y mettre et pour me motiver. Alors, si vous sortez d'une grotte ou que vous suivez pas trop l'actualité et que vous ne savez pas de quoi parle One Punch Man, alors le speech, Saitama, lui, avec sa tête d'œuf, est un super-héros blasé. En effet, comme le manga l'indique, il bat tous ses adversaires en un seul coup. Voilà, le scénario est plié, je vous ai tout dit. Non mais sans déconner, je vous ai vraiment tout dit sur le scénario, j'ai l'impression. Non mais sans déconner, les deux tomes, en gros c'est toujours le même schéma, j'ai l'impression. Un gros méchant débarque, plus ou moins kitsch mais souvent très kitsch, il détruit plein de trucs, Saitama débarque, on a 2-3 bulles de blabla qui me donnent une pseudo-raison et tout. Saitama lui fout un coup de poing dans la figure. Fini, voilà. Au départ, dans le premier tome, c'est fun, ça change un peu. Mais au bout de 2 tomes, perso, ça me lasse déjà ce genre de mécanique. Et j'espère vraiment qu'à partir du tome 3, il va y avoir un vrai fil rouge qui va s'installer et avec une vraie histoire un peu plus construite et suivie de tome en tome. Sinon, je pense vraiment que je vais abandonner. Pour l'instant, je ne suis pas trop emballé. Par contre, quand même, point petit positif, au cours du tome 1 à la fin, je crois, il y a Genos, le personnage sur la couverture du tome 2, qui débarque et qui décide de devenir l'acolyte de Saitama, et lui par contre a l'air d'avoir vraiment à but une vengeance à accomplir. Donc je fonde mes espoirs vraiment sur ce cyborg, lui c'est un cyborg, pour vraiment faire un vrai scénario sur la suite, donc je fonde mes espoirs sur lui. Par contre, point positif, j'ai bien aimé les dessins. En effet, je trouve que le dessinateur est plutôt doué. Des fois, comme sur la couverture, Saitama est putain de badass. Et des fois, c'est une tête d'œuf, le mec, il a aucune crédibilité, aucun charisme. Le contraste entre les deux versions de Saitama m'a beaucoup plu. Ensuite, les deux couvertures des deux tomes sont vraiment canon, je les ai bien aimés. Petit plus en plus, d'accord. Phrase un peu bizarre. Alors, petit bonus, les tomes ont des titres, ce qui m'a bien plu. Genre le premier c'est un point c'est tout, ce qui est assez sympa. Et le second c'est le secret de la puissance. Et ensuite, sous les couvertures, il y a des dessins vraiment canon. Je vais vous montrer celui du second tome quand même. J'ai vraiment bien aimé les dessous de jaquette.
Donc en gros, One Punch Man, c'est pas un mauvais manga, vu de toute façon tous les gens qui en sont fans, je pense que c'est même plutôt un bon, mais sur moi, ça ne marche pas pour l'instant, je vais pousser jusqu'au tome 3, voire 4. S'il y a un vrai fil rouge qui s'installe, je continuerai. Si c'est toujours la même mécanique, un méchant qui débarque, un coup de poing, je pense que je vais laisser tomber. Donc, à voir à la sortie du tome 3. Alors maintenant, nous allons parler du dernier manga que j'ai lu ce mois-ci et qui est le tome 18 de l'Attaque des Titans. Alors je pense que tout le monde connaît à présent l'Attaque des Titans. Si ce n'est pas le cas, je crois que je vous avais représenté globalement l'histoire de l'Attaque des Titans dans ma vidéo des lectures du mois de janvier. Donc n'hésitez pas à aller la revoir. Un peu d'auto-promo, ça fait jamais de mal. Alors dans les tomes précédents, c'était principalement concentré l'histoire sur les intrigues politiques et les jeux de pouvoir à l'intérieur des murs. Mais ça y est, maintenant que le bataillon d'exploration a les mains totalement libres, on peut repartir à la conquête du mur Maria, et enfin aller voir ce qui se passe dans la cave du père des reines, qui est censé détenir le secret des titans. Mais avant cela, l'équipe, l'escouade Levi, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle généralement, décide de faire un petit arrêt, voir l'instructeur qui a formé Armin, Eren, Mikasa et tous les autres jeunes, car en fait cet instructeur était en fait celui qui dirigeait le bataillon d'exploration avant Erwin, c'est même lui qui lui a cédé sa place. Et en plus, il va nous faire quelques petits flashbacks en nous racontant ses histoires, et où il nous explique qu'en fait, il connaissait le père d'Eren ainsi que sa mère, et il nous raconte donc ce qu'il connaît du père d'Eren, ce qui permet encore plus d'épaissir le mystère autour du père d'Eren. Une fois ces petits flashbacks finis, c'est parti pour la reconquête du mur Maria, et là, tout se passe bien. La reconquête du mur se passe super bien, et comme vous pouvez vous en douter, quand ça se passe bien, c'est pas vraiment bien, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Et je ne vais pas vous dire quoi, je vous laisse la surprise de découvrir ce qui va se passer lors de cette opération. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que quand on finit les dernières pages du tome, on n'a qu'une envie, c'est de lire la suite, et on rage que le tome 19 ne soit pas encore disponible en France. Vivement sa sortie, donc je suis toujours aussi fan de l'Attaque des Titans. Vivement la suite et vivement l'adaptation en anime, parce que même si je suis très avancé dans l'histoire, j'ai hâte de voir ça en images. Voilà, c'est fini pour mes lectures du mois. Ça aura été assez court ce mois-ci, je n'ai pas eu le temps de beaucoup lire et je me suis surtout concentré sur des mangas. J'espère que le mois prochain j'aurai le temps de lire un petit peu plus quand même. Si vous avez lu certains des mangas que j'ai présentés dans cette vidéo, n'hésitez pas à laisser votre avis sur ces mangas dans les commentaires en dessous de la vidéo. Ça me ferait plaisir d'avoir l'avis de certains sur One Punch Man, parce que j'ai toujours du mal à comprendre le succès de ce manga après avoir lu les 2 premiers tomes. Ah oui, je tiens à dire que je n'ai pas vu l'anime, donc je me base seulement sur le manga. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous a plu dans One Punch Man. Et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser un pouce sous la vidéo. Et aussi, vous pouvez me suivre sur Instagram, @LittleKingKodama. Allez, bon mois de lecture!